Historiquement, il y a des actes qui ont été posés que je pense qu'ils ne sont pas suffisamment connus par l'opinion pour comprendre pourquoi la première équipe de l'indépendance du Mali, dirigée par Modibo Keïta, a créé le franc malien en 1962. Pourquoi? Parce que déjà, quand nous avons accédé à l'indépendance en 1960, c'était précisément au mois de septembre 1960, alors c'était la période où la commercialisation était lancée entre l'État et les paysans. Mais vous savez, à l'époque, toutes les banques étaient sous le contrôle de la France. Alors quand il fallait maintenant acheter auprès des paysans leurs produits supplémentaires, la France a bloqué tout. Elle a dit que pas un franc ne sortira d'une banque au Mali ici pour permettre au gouvernement malien d'acheter les produits de commercialisation auprès des paysans. Le gouvernement français. Le gouvernement français. Pourquoi cela? Parce qu'il n'était pas dans la dynamique que la Première République voulait impulser au Mali. Donc, puisque c'était l'option socialiste, eux étant capitalistes, il fallait tout faire pour que cette option socialiste-là échoue. C'est pourquoi déjà en 1960, ils ont bloqué tous les fonds permettant au gouvernement malien d'obéir à ses engagements dans le cadre de la politique de commercialisation des produits agricoles. Et le gouvernement a été contraint en ce moment d'aller solliciter l'appui du Ghana qui avait été indépendant en 1957. La même opération a été reprise par les banques françaises en 1962. Alors, encore, on a sollicité l'appui du Ghana. Pouvait-on continuer indéfiniment comme ça? Donc, il fallait que nous ayons nous-mêmes notre propre monnaie. Mais déjà, l'idée de créer notre propre monnaie a été émise pour la première fois officiellement par le président Modibo Keïta en 1958, où il a estimé que la souveraineté pleine et entière suppose d'abord et surtout la souveraineté économique. Et que cette souveraineté économique ne peut être une réalité que quand il y a la souveraineté monétaire. Déjà, en 1958, cette idée avait été émise. Alors, Dieu faisant les choses, le comportement de la France a accéléré le processus d'engagement de la nouvelle équipe malienne après notre indépendance à aller vers la création de notre franc malien. Alors, c'est ce qui explique de façon très sommaire, dans un premier temps, pourquoi nous en étions arrivés là. Encore autre chose qu'il faut préciser, c'est que lorsque nous avons accédé à l'indépendance en septembre 1960, une semaine après, la Chambre de commerce et d'industrie, qui était elle aussi sous le contrôle de la France, a fait disparaître tous les produits de première nécessité à Bamako. Sucre, savon, huile, sel, etc. Et c'est ce qui a expliqué que le gouvernement, le tout nouveau gouvernement, a été contraint de créer la SOMIEX en octobre 1960, la Société malienne d'importation et d'exportation, pourvu que nous-mêmes nous puissions contrôler l'importation et l'exportation de nos produits, les produits dont on avait besoin et les produits que l'on pouvait exporter. Donc, c'est en réaction au comportement des autorités françaises de l'époque que nous avons été contraints, enfin que la jeune République a été contrainte de poser les actes dans le sens d'une véritable souveraineté monétaire, base de la souveraineté économique. Alors, M. Tekete, quels ont été les premiers effets de cette nouvelle monnaie sur l'économie malienne, le franc malien? Je dirais très positif sans embâche, parce que cela nous avait permis de réaliser des actions que nous aurions difficilement pu faire si on était resté avec le franc CFA. La raison, c'est quoi, par exemple? Quel que soit le secteur que l'on prenne, grâce au franc malien, des réalisations ont été faites dans le sens d'affirmer et d'affermir notre souveraineté. J'en veux pour preuve, par exemple, que lorsque nous accédions à l'indépendance, les produits de première nécessité, 99,14% étaient importés. Sel, savon, huile, sucre, etc. Mais dans le cadre du premier plan quinquennal, où on avait déjà le franc malien à partir de 1962, un an après le lancement du premier plan quinquennal, nous étions arrivés en 5 ans à faire en sorte que nous n'importions que 40% des produits de première nécessité, contre 99,14% lorsque nous accédions à l'indépendance. Ça, c'est un acquis avec le franc malien. Ensuite, avec le franc malien, qu'est-ce que nous étions arrivés à faire? Avec la nationalisation de l'Office du Niger, je dis déjà en 1961, nous étions arrivés à la création d'une banque de céréales qui avait permis au Mali, en 1961 déjà, de vendre 10 000 tonnes de riz à la Côte d'Ivoire, en 61 déjà, à peine un an après notre accession à l'indépendance. Et ensuite, qu'est-ce que nous étions arrivés à faire? Dans le domaine de l'éducation,
la réforme de l'éducation en 1962 n'a pu être possible essentiellement que grâce aux francs maliens. Lorsque nous accédions à l'indépendance, le Mali avait un taux de scolarisation de 7%, après 80 ans d'instauration de l'école héritée de la colonisation au Soudan. Alors, et en 5 ans, grâce aux francs maliens et avec la réforme de l'éducation en 1962, on était arrivé en 5 ans de passer de 7% à 29% de taux de scolarisation. Et toutes les écoles supérieures qui existent encore au Mali, l'école normale supérieure, l'école nationale des ingénieurs, l'école nationale d'administration, l'IPR de Katibougou, l'école nationale de médecine, sont des réalisations qui ont été faites sous la Première République pendant que nous avions le franc malien. Dans le domaine des transports, lorsque nous accédions à l'indépendance, on avait en tout 370 km de routes bitumées. Mais avec le franc malien que nous avions, nous étions arrivés à réaliser 1600 km de routes bitumées en 8 ans, contre 370 km au moment où nous accédions à l'indépendance. Autre acquis, c'est que dans le domaine toujours des transports, on était arrivé à nous doter, nous étions arrivés à nous doter d'une compagnie aérienne qui avait 18 avions, alors que lorsque nous accédions à l'indépendance, on n'avait même pas de compagnie aérienne. Et avec cette compagnie, par exemple, pour donner un exemple, le prix du billet d'avion aller-retour Bamako, Abidjan et retour, c'était 35 000 francs maliens. 35 000 francs maliens. Waounoula. Kabo en avion na kabo Bamako kata Abidjan ka Sinkana. Waounoula. Alors, kabo yan kata Paris ka Sinkana. Wabi Woro, 300 000 francs avec Air Mali. Et qu'est-ce qu'on a pu réaliser encore pendant qu'on avait le franc malien? Et nous, si nous prenons le cas de la régie des chemins de fer, au moment du coup d'État de 1968, grâce au franc malien, nous avions 25 locomotives et 300 wagons. Mais quel était le secret de Modibo pour réaliser tout ce que vous venez de dire avec le franc malien? L'organisation et le fait de compter sur nous-mêmes, d'abord et surtout. Mobiliser toutes les ressources internes dans le sens de faire en sorte que nous assions les bases d'une économie nationale indépendante. Donc ça n'a rien de diabolique? Non. Il faut s'organiser dans ce sens et faire confiance à son peuple. Quand on sait que notre peuple est en mesure de faire face à des défis encore plus grands d'ailleurs que ceci aujourd'hui, je pense que nous pouvons aller beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Et pour en terminer, qu'est-ce qu'on avait pu encore réaliser avec le franc malien? Plus de 40 sociétés et entreprises d'État ont été réalisées, parmi lesquelles je citerai par exemple la cimenterie de Djamou. Et cette cimenterie de Djamou avait permis de satisfaire les besoins intérieurs en matière de ciment à 85%. Et la tonne de ciment coûtait 13 000 francs maliens avec la cimenterie de Djamou. Il était prévu en 1969 de construire une seconde cimenterie à Toukoto, ce qui allait faire passer le prix de la tonne de ciment de 13 000 à 6 000 francs maliens. Alors vous voyez, et avec l'huilerie de Koulikoro, l'huilerie savonnerie de Koulikoro, on produisait 10 000 tonnes de bulle par an et 30 000 tonnes de savon par an, grâce aux francs maliens. Et d'ailleurs, notre huile et notre savon étaient très recherchés dans la sous-région. Par exemple, pour l'huile, 4 000 tonnes d'huile du Mali, sous la Première République, étaient vendues à l'extérieur. Le savon que nous produisions à Koulikoro, qu'on appelle Koulikoro, permettait, après que les médecins constataient des problèmes de peau chez les gens, les dermatologues, on leur conseillait d'acheter ce savon-là pour se laver avec, ce qui pouvait les aider à soigner les problèmes liés aux maladies de peau. Donc, tout ça, c'est avec le franc malien. On ne l'a pas cherché ailleurs. Hein. On comptait essentiellement sur notre frère. Mais naturellement, alors face à ces réalisations, la France a pris peur. Les intérêts français ont pris peur. Et il y avait un mécanisme qu'on utilisait aussi pour pouvoir acheter tout ce dont on avait besoin à l'extérieur, entre autres. C'était les échanges compensés. C'est-à-dire que nos produits agricoles, coton, riz, arachide, et puis le bétail, nous permettaient, dans le sens d'une sorte de troc, qu'on appelait les échanges compensés, de vendre à l'extérieur ces produits-là et d'acheter ce dont nous avions besoin à l'extérieur pour nos besoins. Donc, mais malheureusement, face à cette avancée du Mali, alors les ennemis intérieurs et extérieurs se sont donné la main pour pousser les paysans à ne plus vendre ce qu'ils pouvaient au gouvernement, mais plutôt de les vendre à ces ennemis extérieurs-là à des prix 2-3 fois plus élevés que les prix auxquels le gouvernement leur achetait ça.
Donc finalement, la fraude, le marché noir aidant, la commercialisation a marqué le pas. Donc le gouvernement n'arrivait plus à avoir auprès des paysans la quantité dont il avait besoin pour pouvoir soutenir l'effort dans le cadre des échanges compensés. Alors cela a fait que nous étions dans une situation telle qu'on a cherché à avoir une convertibilité du franc malien. Ce qui nous a coûté, ce qui nous a coûté. Mais je dis que, je ne sais pas si je peux continuer. Oui. Donc ça nous a coûté ce qui nous a coûté, mais à la suite des accords monétaires signés avec la France en janvier 1967, qui ont abouti en mai 1968 à la dévaluation du franc malien de 50%, le président Modibo Keïta et ses compagnons voulaient dénoncer cet accord-là. Parce que précisément le 12 novembre 1968, soit une semaine avant le coup d'État, le président Modibo Keïta avait reçu Yvan Bourges, qui était le secrétaire d'État, je crois, aux affaires étrangères de la France, du gouvernement de De Gaulle. Et c'était en présence de Ousmane Ba, qui était le ministre des Affaires étrangères, Bakara Diallo, qui était le secrétaire général du président de la République, de la présidence de la République, et Souri Koulibaly, qui était son conseiller économique. Modibo n'a pas mâché ses mots face à Yvan Bourges en lui disant que ces accords sont inapplicables au Mali. La dévaluation de 50% du franc malien, et qu'il allait en mission et qu'à son retour, ces accords seront dénoncés. Donc, nous allons nous retirer. Mais malheureusement, c'est pendant ce retour-là, le 19 novembre 1968, que le coup d'État a eu lieu et Modibo a été renversé. Le régime de la Première République a été renversé par les militaires. D'accord. Monsieur Teguete, alors comment la population percevait-elle cette nouvelle monnaie? Avait-elle confiance en elle? Moi, je crois qu'à partir de ce que j'ai dit, on peut dire jusqu'à ce qu'il y ait cette détérioration de la situation économique avec les mauvaises actions qui ont été entreprises contre la commercialisation. Alors, je dirais que les populations applaudissaient des deux mains. Pourquoi? Parce que tu prends par exemple le savon de Koulikoro. De Kidal à Kaï, en passant par Bamako, c'était vendu au même prix. Le litre d'huile était vendu au même prix. L'équilibre. Donc, qu'est-ce que les populations cherchent de mieux? Et on avait acheté 300 camions remorques de 10 à 13 tonnes qui transportaient des zones de production excédentaires vers les zones déficitaires, les produits de première nécessité, même pas seulement, mais les produits céréaliers pour les mettre à la disposition des populations qui en avaient tant besoin. Qu'est-ce qu'on pouvait chercher de mieux? Donc, beaucoup d'autres choses. Je vous ai dit, le ciment qui était vendu à 13 000 francs la tonne, et on s'apprêtait à le vendre à 6 000 francs la tonne. Qu'est-ce que les populations cherchaient de mieux? Mais comme je l'ai dit, c'est avec la détérioration de la situation économique que les choses ont été un peu plus difficiles et à expliquer quelque part, je ne dirais pas un désenchantement, mais une interrogation de la part des populations. D'accord. Donc, M. Teguete, on va vous demander qu'est-ce qui a fait échouer le franc malien? Quel est le problème réel, la cause, le mobile qui a fait échouer le franc malien après tant de réalisations? Je ne dirais pas que le franc malien a échoué, dans la mesure où, après le coup d'État de 1968, le franc malien n'a servi le Mali que pendant 6 ans, de 62 à 68, sous Modibo. Mais sous Moussa, ça fait 14 ans. 14 ans ou 16 ans, je ne sais pas trop, je pense bien que c'est 16 ans, de 68 à 84. C'est 16 ans. Moussa a conservé le franc malien pendant 16 ans. Et pourtant, le Mali n'était pas tombé complètement dans une situation telle qu'on puisse dire que c'est le franc malien qui est à l'origine de ces difficultés économiques-là. Mais c'est des intérêts intérieurs et extérieurs au Mali qui n'avaient pas intérêt à ce que le franc malien continue. Toutes les actions ont été entreprises pour faire en sorte que nous sortions du franc malien. Donc on peut dire que les pays voisins ont exercé des pressions sur le Mali? En tout cas, je puis dire, parce que lorsque les premières négociations ont commencé avec eux, déjà, il faut dire que les négociations n'ont jamais cessé entre le Mali indépendant et la France. Déjà, les premiers contacts dans le sens des échanges de la coopération économique ont eu lieu en 1962. Je dirais que ça commence en 1961, avant même la création, la mise en circulation du franc malien. Ça a continué jusqu'en 1967. Mais, pendant cette période, nous connaissions une certaine suffisance sur le plan économique par rapport aux intérêts dominants de la France. Mais la France était aux aguets. Les intérêts dominants français étaient aux aguets et faisaient tout pour que l'expérience malienne échoue.
ce qu'elle a pu faire, dans la mesure où les pays voisins, où il y avait la domination encore de la France, ont été de beaucoup pour la création du marché noir qui a fait que le gouvernement n'arrivait plus, dans le cadre de sa politique de commercialisation avec les paysans, à avoir la quantité qu'il souhaitait pour pouvoir continuer le mécanisme d'échange compensé. Donc, finalement, cela nous a conduit à vouloir reprendre de belles les négociations avec la France, et c'est ce qui a abouti aux accords de janvier 1967, dont l'application a commencé, enfin pas commencé, l'application a connu son point culminant en mai 68 avec la dévaluation du franc malien de 50%. Toute chose que l'équipe en place à l'époque n'avait pas cautionné. Dans la mesure où le 12 novembre, comme je l'ai dit tantôt, Modibo avait annoncé que ces accords seront dénoncés, qu'elles ne sont pas applicables et ne le seront pas au Mali. Et cela, c'était précisément, comme je l'ai dit tantôt, le 12 novembre 1968, lorsqu'il a reçu Yvan Bourges, un envoyé du général de Gaulle. Mais malheureusement, avant qu'il ne revienne de la mission qu'il avait annoncée, le 19 novembre, donc une semaine après avoir reçu Yvan Bourges, le coup d'État a mis fin au pouvoir de la Première République dirigée par Modibo Keïta. Monsieur Tekete, au lieu de chercher une autre alternative, pourquoi le Mali a-t-il dû revenir au franc CFA en 1984? À l'époque, l'équipe en place pouvait-elle faire autrement? Je me le demande. Dans la mesure où on était déjà commencé à entrer dans les négociations avec la Banque mondiale. Les difficultés économiques étaient telles, finalement, que l'équipe en place à l'époque, qui n'avait pas d'autre possibilité, selon elle, que de retourner de façon définitive dans l'Union monétaire et économique de l'Afrique de l'Ouest, l'UOMOA, a signé les accords avec la France. Ce qui a marqué le retour du Mali dans la zone franc, précisément en juillet 1984. Et ils ne l'ont pas fait par hasard. C'est pour montrer que nous sommes sortis de l'Union monétaire et économique le 1er juillet 1962 et le 1er juillet 1984, comme pour nous narguer, ils ont dit que maintenant on va rentrer complètement dans l'Union monétaire, donc le retour au franc CFA, ce qui a été fait. Mais nous avons vu après là où ça nous a conduit. Tout ce qui avait été réalisé avec le franc malien sous la Première République a été bradé. Les sociétés des entreprises d'État ont été complètement bradées. Air Mali n'existe plus. La cimenterie de Diamou a été bradée. Pratiquement tout. Au point que maintenant, notre dépendance vis-à-vis des intérêts français est devenue beaucoup plus grande, et devenue plus grande d'ailleurs que lorsque nous étions encore vers la fin du régime colonial dans notre pays. Alors, c'est comme ça que, par exemple, il faut rappeler que la cimenterie de Diamou a perdu le marché malien auprès des produits de Lafarge, l'entreprise française qui produit le ciment. Hein? Bon, le chemin de fer a disparu. Air Mali a disparu au profit d'Air France essentiellement et d'autres compagnies africaines, mais dont l'essentiel des recettes se faisait par la Air France. Donc tout ça, c'est pour dire que c'était une politique délibérée qui avait été conçue pour faire en sorte que le Mali retourne davantage dans le système que lui avait imposé la France. Donc c'était prémédité. Ah, c'était prémédité. On peut le dire, c'était prémédité. Tout a été conçu dans ce sens-là. On l'a vu. Quand Air Mali a disparu, on avait parlé à un moment de créer une compagnie Air Mali avec un partenaire stratégique. C'était qui? C'était Air France. Mais finalement, ça a été comment? Même cette coopération avec le partenaire stratégique a disparu au profit essentiellement de Air France. Alors, quand on prend les autres secteurs, c'est la même chose. L'huile qui vient de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, c'est les entreprises françaises qui les fabriquent. Le ciment, c'est essentiellement les entreprises françaises, Lafarge notamment. Donc, pratiquement, tout était conçu pour faire en sorte que l'expérience de souveraineté économique entamée par le Mali sous la Première République n'aille pas loin, au point de pouvoir donner un exemple à d'autres pays voisins, ce qui était préjudiciable aux intérêts de la France. Soyons clairs et disons-le de façon très claire. Monsieur Tekete, d'aucuns considèrent que le franc CFA, c'est une monnaie du colon, une monnaie d'esclavage. Que pensez-vous de cette affirmation? Mais quand on voit l'historique même du franc CFA, ça ne confirme que cela. L'historique. Le système imposé aux anciennes colonies de la France par la France est un système que la France a hérité d'Hitler. Hitler avait imposé le même système à l'économie française. Vous voulez dire que le franc CFA c'est nazi. Un système imposé
Hitler qui avait imposé le même système à la France quand elle avait dominé la France. Donc l'économie française travaillait essentiellement pour l'économie allemande à l'époque, jusqu'à la fin du pouvoir d'Hitler. Mais c'est la même chose que De Gaulle a imposé à nos pays. Et pratiquement, on le sait, avec le compte d'opération de France, hein, où l'essentiel des recettes faites par les anciennes colonies de la France, des recettes d'importation, des recettes qu'ils importent, mais le tout s'est viré dans le compte d'opération de la France. Et jusqu'ici, une partie, mais je crois que nous sommes en train d'en sortir progressivement. Sinon, les réalisations que nous sommes en train de faire, notamment dans le domaine de la sécurité, on n'aurait jamais pu le faire si nous étions restés dans le franc CFA originel tel que la France nous l'avait imposé. Mais on est en train, je crois, d'en sortir progressivement, et parce qu'on ne peut pas faire autrement que cela si nous voulons vraiment avoir une souveraineté pleine et entière. D'abord, dont le fondement sera économique. Et le fondement de cette souveraineté économique, elle est aussi et surtout monétaire. Quitter le franc CFA. Ah oui, ça on n'a pas le choix. On le quitte ou bien on sera toujours sous la domination de la France. Le franc CFA, ce n'est pas l'argent des Africains, hein. C'est fabriqué en France d'ailleurs, à Chamaillère. Donc tout cela, ça montre que c'était conçu par la France et c'est encore conçu par la France pour contrôler nos économies, tant dans le domaine des échanges intérieurs que des échanges extérieurs. Et tant que c'est cela, nous travaillerons essentiellement pour la France. Mais je pense que les 3 pays de l'AES sont en train de s'organiser. Tout laisse croire que ça va l'être, je le souhaite pas pour longtemps, pour que nous puissions dire que la souveraineté économique tant cherchée par nos pays est en train d'asseoir sa base à partir de la souveraineté monétaire. Oui. Que conseillez-vous aux dirigeants actuels de l'AES qui assurent une monnaie indépendante et une souveraineté, une réelle souveraineté, une souveraineté réelle? C'est d'abord et surtout de faire confiance en leur peuple. En leur peuple. Toute souveraineté, le fondement légitime et légal de toute souveraineté, c'est d'abord au niveau du peuple. Quand on fait confiance au peuple, on l'organise, on tient compte de ses besoins et de ses intérêts, je pense qu'on peut déplacer des montagnes beaucoup plus vite et mieux qu'on ne le pense. Alors je crois que déjà d'ailleurs, ils sont en train de s'en rendre compte et les populations sont en train de le leur rendre. Quand on voit toutes les manifestations qui sont faites au niveau des populations de ces différents 3 pays pour dire qu'ils soutiennent l'AES, ils soutiennent, je crois que c'est plus que jamais le moment pour les leaders, pour donner le change à ces populations-là et leur montrer qu'ils les ont compris et ils ne pourront aller que dans le sens souhaité par les populations. Et je crois qu'à ce prix, nous pourrons être un exemple pas seulement pour l'Afrique, mais pourquoi pas pour le monde entier. D'accord. Monsieur Tekete, quel message voudriez-vous transmettre à la jeunesse malienne sur l'importance de l'indépendance syrienne? C'est dire à la jeunesse de sortir de cet attentisme et de cette façon d'attendre tout et tout de suite. Mais de comprendre que personne d'autre qu'elle-même, je veux dire la jeunesse, personne d'autre qu'elle-même ne pourra faire son bonheur. Les dirigeants pourront ouvrir la voie, mais la réalisation des efforts qu'il faut pour que cela soit une réalité, ça viendra d'abord et surtout de la jeunesse. On dit souvent que la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Moi, je ne dirais pas que. La jeunesse, c'est aussi le présent du pays. Parce que si déjà dans le présent, la jeunesse ne se forme pas, n'agit pas, ne se mobilise pas pour préparer son avenir, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir le faire à sa place. Alors je pense que si nous allons dans ce sens-là, qui suppose que nous revoyons de fond en comble tout le système éducatif à destination de la jeunesse, et pas seulement, et même des adultes, tant que nous ne revoyons pas cela et que nous agissions autant que faire se peut dans ce sens-là, nos efforts peut-être peuvent aboutir, mais beaucoup plus lentement qu'il ne l'aurait été si nous travaillons à faire en sorte que cette jeunesse-là apprenne à connaître son pays. Parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Alors, pour cela, je lance un appel en direction des autorités pour que, pendant qu'il est encore temps et qu'il n'est pas trop tard, de revoir de fond en comble les programmes d'enseignement dans nos institutions de formation, depuis le jardin d'enfants jusqu'au supérieur. Les programmes qui sont essentiellement enseignés, quand on en juge par la capacité de compréhension et de réaction des produits qui en sortent, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Mais ce n'est pas au-dessus de nos capacités. Ce n'est pas au-dessus de nos moyens. Ce n'est pas au-dessus de notre volonté. Mais pourvu que nous nous y mettons et que nous croyons en nous-mêmes. Parce que tant qu'on ne croit pas en soi-même, tout effort que l'on entreprend va difficilement aboutir. Donc voyons déjà au niveau des écoles,
Vraiment, il le faut. Moi, je ne cesse de le crier. Il faut qu'on change les programmes pendant qu'il est temps. Il le faut pour que les jeunes prennent conscience en eux-mêmes, prennent confiance en leur pays, en apprenant à connaître ce pays-là. Qu'on sorte seulement des phrases, des dires, mais qu'on agisse. Et je crois que c'est à ce prix, et à ce prix seulement, qu'on pourra faire jouer à la jeunesse le rôle qu'on attend d'elle. Je te quitte le dernier mot pour clôturer cette émission. Bon, le dernier mot, je le conclue toujours par un proverbe africain qui dit: la valeur d'un homme ou d'une nation ne se mesure pas à son argent, à son statut ou à ses possessions. La valeur d'un homme ou d'une nation réside dans sa personnalité, dans sa sagesse, dans sa créativité, dans son courage, dans sa création, dans son courage, dans sa maturité et enfin dans sa stabilité. Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci bien. À la prochaine.